davantage sur ces projets, parce qu'on se rend compte que dans les PRU, c'est toujours la même formule. On démolit et après on réhabilite sur l'existant sans demander l'avis de la population qui est directement concernée. Or, on s'est rendu compte quand même que les habitants sont attachés à leur quartier, ils sont attachés à leur immeuble, ils sont attachés à tout ce que représentent les voisins, toutes les communications qu'ils peuvent avoir entre eux. C'est un petit village, à Sège en tout cas c'est un village. Et donc, il va vous présenter tout ça. Voilà. Je lui laisse la parole. Bon, je vais faire un 5 micros peut-être par minute. Ouais. Ça va, tout le monde m'entend? Oui. Bon, écoutez, bonsoir à tous. C'est bien qu'il y ait du monde. Je pensais qu'on serait 3 ou 4 pour démarrer. Voilà. Alors, on est là pour parler du projet de renouvellement urbain qui est en cours, sur lequel il y a 3 tours projetés à la démolition, plus des bâtiments bas. Donc nous, ça fait de nombreuses années que sur le sujet des démolitions en général, on n'est pas forcément d'accord. Je vais vous montrer, on est plutôt pour notre projet que contre la démolition. Et puis ici en particulier, vous avez un ensemble fait par un architecte qui était un très bon architecte, Jean de Cuisson, qui a fait des immeubles remarquables en France, qui sont très bien habités partout ailleurs. Et pour vous dire que même il s'en vaudrait le coup d'aller les visiter, notamment en banlieue parisienne. Il y a des résidences faites par Jean de Cuisson qui sont très analogues aux appartements que vous habitez pour certains d'entre vous, j'imagine. Si vous êtes là, c'est que vous êtes concernés, même impliqués. Voilà, donc j'ai prévu de... Voilà, on discute avec l'amicale des locataires depuis très longtemps. On ne sait pas trop comment faire, parce que sur le plan politique, on ne peut pas dire que le débat démocratique sur le sujet du renouvellement urbain soit très efficace. Hein. On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment beaucoup de débats publics sur le sujet. Il y a quand même quelques élus qui sont là, qui s'intéressent, donc heureusement. Sur le plan médiatique, sur le plan professionnel, moi en architecture, j'ai pas eu de grand succès non plus sur le sujet des démolitions. Vous savez que ça fait 20 ans que l'Agence nationale de rénovation urbaine a créé une culture en France qui est celle de démolir pour rénover les quartiers. Alors moi je trouve ça un peu violent comme méthode quand on parle de rénovation. Heureusement qu'on ne fait pas pareil en médecine par exemple. Je pense qu'il y a d'autres moyens, il y a d'autres méthodes envisageables dont les habitants, c'est-à-dire nous tous, pourrions avoir les bénéfices. Donc pour ça, je vais d'abord vous donner quelques chiffres. On parlera de cette carte, je la remettrai après pour qu'on puisse ouvrir ce débat qui n'a pas lieu. J'aimerais qu'on puisse l'ouvrir. Et surtout, ce qui serait formidable, c'est qu'on se retrouve régulièrement comme ça et qu'à chaque fois, vous rameniez plus de monde. Parce que je me dis que si on est nombreux, on peut peut-être changer la donne. Je vous assure que le sujet de la démolition, il est sur un fil en ce moment pour des questions évidentes d'écologie, d'économie, de manque de logement. On ne peut pas penser qu'il n'y a pas de rapport entre la crise du logement et les démolitions. Donc à un moment, les choses vont changer, le vent va tourner et il faut qu'on soit plus nombreux à souffler pour que ça tourne. Voilà. Donc on commence petit, c'est normal. Et puis il faudrait que tous les locataires viennent et qu'on dise collectivement que peut-être on aime notre quartier, qu'on a envie d'y rester. Mais ça, je ne suis pas à même d'en parler puisque je n'habite pas à Sège. Mais comme c'est un sujet universel, le logement, je vais vous montrer quelques images de mon parcours professionnel parce que je peux parler que de ça ce soir, je ne suis pas locataire à Sège, mais j'ai traversé des situations habitées, collectives, où il y a eu des problèmes, des enjeux politiques très forts, et voilà, c'est comme ça que je me suis formé en tout cas, par toutes ces différentes expériences dans mon parcours, que j'aimerais partager avec vous ce soir. Si c'est un peu chiant, si c'est trop long, vous me le dites, je ne suis pas du tout susceptible. Parce que des fois c'est un peu long, mais je pense que c'est un peu un voyage, donc ça va vous intéresser. Et en introduction, juste quelques chiffres que mon équipe, qui est très efficace, me donne pour que je puisse éviter de dire trop de conneries. Zoé et Chloé qui sont avec nous, qui redonnent les chiffres sur lesquels on travaille, les chiffres à notre disposition ici. Donc vous dire que 373 logements démolis, c'est 10 762 000 euros. C'est-à-dire 28 000 euros par logement. La reconstruction de ces 373 logements, s'ils sont faits et s'ils sont réellement programmés en remplacement, c'est 63 667 millions. 63 167 000 euros, ça fait 170 000 euros par logement.
Le coût de la réhabilitation de l'ensemble de la cité de Sège, c'est-à-dire 1003 logements, c'est 62 millions d'euros. Okay, c'est-à-dire 62 000 euros par logement. Donc ça veut dire que si on additionnait tout ça, oui, les 1000, c'est le résiduel, c'est ceux qui ne sont pas démolis, on pourrait les réhabiliter. Donc ça veut dire que si on réhabilitait l'ensemble du parc, c'est-à-dire 1373 logements, on ferait une économie de 51 millions d'euros. Voilà. Donc maintenant, on va discuter, mais je crois que tout est dit. On est en train de dépenser 51 millions pour que vous perdiez vos voisins, pour que vous perdiez vos logements, pour casser des immeubles qui ont une valeur, qui ont fait le boulot depuis 50 ans. Et c'est dommage parce qu'avec ces 51 millions, on pourrait faire encore d'autres choses sur le quartier, beaucoup plus intéressantes. Voilà. Donc, c'était une introduction un peu pragmatique, comme on dit. Et donc maintenant, je vous montre quelques documents d'architecture. Parce que c'est le sujet. Alors, je vais vous montrer un projet qu'on a fait, peut-être que vous avez entendu parler. On a réhabilité 530 appartements, ça tombe bien, c'est un peu la même dimension, au Grand Parc à Bordeaux. On a réhabilité des bars de 15 étages. Donc, je vais vous le présenter très précisément, comme ça vous aurez les éléments, les infos, vous connaîtrez. Vous allez devenir expert du sujet, si vous avez la patience de m'écouter ce soir, c'est un peu chiant, hein, désolé. Mais d'abord, il faut que je vous explique d'où je viens, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi je suis là. Parce que autant vous êtes légitime, vous êtes locataire, habitant à Sège, moi je débarque ici, alors je vous explique pourquoi je suis là. En fait, voilà, peut-être on peut éteindre la lumière, si ça ne t'embête pas, comme ça on verra mieux les photos. En fait, j'ai pris cette photo. À chaque fois que je fais une prise de parole, je démarre par cette photo. C'est une photo que j'ai faite quand j'avais 19 ans, avec un appareil photo jetable dans le township de Soweto, en Afrique du Sud. Et cette photo, je l'ai prise au mois de mai 1994, quelques jours après l'élection de Mandela, le 27 avril. Donc c'était juste après l'élection. Et donc j'ai habité là pendant 6 mois, juste après l'élection. Je me suis fait embaucher par l'ANC, le parti de Mandela. Et donc voilà, j'avais 19 ans, j'ai pris cette photo. Ouais, je l'ai pris comme ça, comme on fait une photo quand on a 19 ans. Et aujourd'hui, c'est un document énorme pour moi parce que je pense qu'il est. Parce que je viens de là. Alors je vous dis quelques mots, je vous fais voyager parce que je vous garantis que le sujet du logement habité, c'est un sujet universel. Les questions qui se posent à Soweto, les questions qui se posent à Sège, à Mérignac-Beutre, au Grand Parc, ce sont les mêmes questions. La culture change, le climat n'est pas le même, les traditions ne sont pas les mêmes, mais le sujet est le même. Ça, c'est l'urbanisme de l'apartheid. Donc les gens habitaient dans des maisons qu'ils n'avaient pas choisies, qu'on leur a imposées. Ça, c'est l'habitat dit informel. Vous avez l'urbanisme de l'apartheid au fond, et puis l'habitat informel. Donc voilà, j'ai rencontré cette situation quand j'étais jeune. Et donc j'habitais dans un township à Soweto. Et donc le week-end, on faisait la fête. Et donc comme j'étais un peu une anomalie dans le quartier, évidemment, j'étais un peu l'invité de marque dans les mariages. Et donc le samedi soir, on faisait la fête dans les maisons, il y avait le mariage. Et le lendemain, on allait au bord de la route le dimanche matin. Et en fait, on achetait une maison, comme ça, on achetait 5 panneaux. Si vous enlevez un zéro sur le prix là, vous avez le prix en euros. Donc les maisons valent entre 180 et 300 euros. Avec des typologies intéressantes, avec le demi, T1 3 quarts, T2, beaucoup d'inventions. Et puis on allait trouver une parcelle vide et on construisait la maison. Et la construction durait 2 heures. Et à 17 h, on mettait les meubles, on ouvrait des bières, on buvait un coup. Et ça y est, ces gens-là avaient fondé leur foyer, ils avaient fait leur maison, ils avaient fondé leur foyer. Et c'est de là que je viens, c'est depuis cette expérience que je fais de l'architecture. J'ai cru que l'architecture c'était ça. Bon, après j'ai fait des études, on m'a expliqué que c'était pas vraiment ça. Mais quand même, je crois toujours au fond de moi-même que c'est précisément là que se trouvent les questions d'architecture, c'est-à-dire au plus près des gens. Alors après, j'ai fait un film documentaire sur Madame Maria, qui construisait sa maison. Alors on a dû déconstruire sa maison. Tout ça, c'est des extraits de films, je ne vais pas vous le montrer, sinon on en a pour la soirée. J'accélère. Et puis après, j'ai fait un inventaire de ce squatter camp, de ce township, où j'ai pris toutes les maisons en photo, comme on ferait des portraits de classe ou des portraits des gens, parce que j'aime bien être au plus près de chaque situation. Voilà, parce que par exemple, quand on regarde une tour de Sège, si on la voit de dehors, on dit bon, mais c'est une tour. Non, c'est pas une tour, c'est 150 familles qui ont chacune une histoire avec tout ce qui va avec. Voilà, chaque maison elle a quelque chose à dire. Vous voyez la fierté, la dignité des gens qui habitent là, ça rigole pas.
Alors j'avance, j'ai fait un livre aux éditions Clé Sud qui s'appelle L'enseignement de Soweto, où j'explique un peu moi, justement cette expérience et mon apprentissage. C'était en 2009. Et puis, bon, je parle vite, hein, vous me dites si je suis trop rapide, parce que je voudrais aller droit au but, pas trop vous ennuyer. Alors Mandela, quand il a été élu, ils ont construit une maison qui s'appelle la maison RDP, ils ont fait un plan quinquennal pour remplacer les maisons de tôle par des maisons en briques. Donc j'ai fait un film aussi, je suivais les équipes comme ça, et ils faisaient une maison le matin, une maison l'après-midi. Voilà, et ça fait ça. Alors, je me suis dit, c'est con, parce que c'est à peu près aussi nul que ce qu'on faisait pendant l'apartheid, c'est-à-dire des maisons très loin. Voilà, je trouvais qu'il y avait un problème. Voilà les plans de la maison. Alors, elle coûtait 5 000 € la maison. Ils en ont fait 3 500 000 en Afrique du Sud, la même maison. Donc c'était très volontariste, mais sur le plan de l'architecture, c'est pas terrible. Alors du coup, je me suis dit, mais j'ai réalisé que les gens à qui on donnait ces maisons, elles étaient données. La majorité d'entre eux, ils n'allaient pas dans la maison qu'on leur donnait, ils allaient squatter en ville des immeubles où ils n'avaient aucun droit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'emploi, ils avaient besoin de la ville, des services de la ville, les jeunes ils voulaient faire la fête, ils ne voulaient pas être à 30 km comme du temps dans l'apartheid. Donc tous ces immeubles, c'est le centre de Johannesburg, j'adore cette ville, c'est magnifique. Ça c'était le standard des années 60 des blancs, des colons qui habitaient là. Et puis quand Mandela a été élu, ils sont tous partis, en Australie, en Angleterre, ils ont laissé les immeubles. Et donc, une population s'est installée, et notamment tous les gens qui ne voulaient pas aller dans les maisons à 30 km, ils sont restés là. Et donc j'ai beaucoup travaillé dans ces immeubles, parce que je me suis dit que peut-être que transformer, réhabiliter ces immeubles, c'était probablement la meilleure solution à la question du logement en Afrique du Sud, que d'aller faire des baraques encore de plus en plus loin, et d'étaler la ville comme ça, puisqu'on sait qu'aujourd'hui c'est notre préoccupation. Et donc on a bossé là-dedans. Alors ces immeubles, évidemment, ils sont squattés par des gens en Afrique du Sud. 20% de la population est en situation irrégulière. Il y a des gens du Congo, du Zimbabwe, etc. Parce qu'on croit toujours en France que l'immigration, c'est un sujet français. Non, pas du tout. Les Africains ils vont aussi en Afrique. Et donc ils vont en Afrique du Sud. Et donc ça pose aucun problème. Alors donc il y a des communautés comme ça qui habitent dans des immeubles, qui les squattent. Et les immeubles ont des qualités. Ils sont dégradés. Et donc on a bossé avec un photographe, Gaïtili, il s'appelle, et on a commencé à documenter la façon dont les gens vivent dans ces immeubles. Alors je vous l'ai dit, c'est très précaire. Hein. On est en plein centre de Johannesburg, et puis l'État a dit mince, on ne peut pas être inactif, donc ils ont créé une police qu'on a appelée les fourmis rouges, parce qu'ils sont habillés en rouge, et en fait ils sortent les gens des immeubles. Ça s'appelle des évictions, et donc ils virent les gens pour leur dire vous squattez, vous n'avez pas le droit, vous devez quitter ces immeubles. Et donc ils les sortent dans la rue, ils mettent les meubles dans la rue, comme ça se passe en 2 heures, et puis après il ne se passe plus rien. Et puis gentiment, tranquillement, le soir, on remet les meubles, on revient dans l'immeuble parce qu'il n'y a pas où aller, il n'y a pas de logement qui leur a proposé, et donc c'est des situations à la con, même les mecs qui font ce boulot, ils n'ont pas envie de le faire. Et donc on a décidé qu'on allait travailler là-dessus. Et donc on a travaillé avec des avocats, avec un photographe, et donc on a été au tribunal, et en fait ça a fait jurisprudence puisque on a obtenu que les gens ne puissent pas être sortis des immeubles s'il n'y avait pas une solution de relogement qui était proposée. Donc ça veut dire que déjà on a arrêté les évictions. Et ensuite, on a trouvé un système où les gens ont pu, comme les propriétaires ne revendiquaient plus le droit de propriété, les gens se sont constitués en association pour demander la propriété des immeubles, les gens qui les squattaient, et donc ça a été au tribunal et ça a été accepté. Donc maintenant, il y a des collectifs d'habitants qui squattaient les immeubles, qui sont devenus propriétaires, qui ont fait des prêts avec l'État sud-africain pour remettre en état l'immeuble et continuer à l'habiter. Ça n'a rien à voir avec Sège, mais un peu quand même. Un peu pourquoi ça a à voir quelque chose avec Sège? Parce que voilà ce qu'ils écrivent aux fenêtres, les gens. Nous sommes les citoyens, c'est notre ville. C'est intéressant. Vous voyez que c'est universel. Alors, on a commencé à bosser. Ça, c'est un monsieur qui est représentant des habitants sur un immeuble. Et donc, on travaillait avec lui à l'époque, justement, pour trouver des questions juridiques, pour avoir des droits pour les locataires. Ça, c'est Jean-Philippe Vassal, un architecte avec qui que je vous en parlais, parce que c'est avec lui qu'on a fait le projet du Grand Parc. Il est venu avec moi en Afrique du Sud, et donc on bossait sur ces sujets. Là, on est sur le toit de l'immeuble. Ça, c'est le photographe avec qui on travaille, Gaïtili. Lui, il donnait des... Voilà.
Et ça, par exemple, c'est un immeuble qui était un ancien hôtel 4 étoiles et qui était à l'abandon. Et dans un hôtel, chaque chambre a une salle de bain, donc c'était super pour l'habiter parce que chaque famille était dans une chambre et avait une salle de bain, avait l'eau et le gaz à tous les étages, n'est-ce pas? Et voilà, et donc on travaillait avec les étudiants, on essayait de faire des projets pour les accompagner. Et puis, sans transition, à Bordeaux, donc on est avec Jean-Philippe, on est avec Anne et Frédéric, ce sont des associés, avec qui on a fait une étude à l'époque pour la métropole qui s'appelait 50 000 logements. Vous avez peut-être entendu parler. Et donc, alors les diapos sont en anglais, excusez-moi, j'ai pas l'habitude des fois j'en parle mais ailleurs, parce qu'à Bordeaux ça n'intéresse pas grand monde. Et donc il fallait faire 50 000 logements par rapport à la construction du tramway. Il fallait sortir d'une opération de masse pour faire du logement. Alors nous, qu'est-ce qu'on a considéré? On a dit que, en fait, la ville, telle qu'elle est aujourd'hui, en termes de réseau, en termes de voirie, en termes d'immeubles, en termes d'emprise foncière, elle est suffisamment équipée pour accueillir 50, 100, 150 000 logements supplémentaires. Et en fait, quand on fait la ville aujourd'hui, on fait des quartiers nouveaux, Loire-Atlantique, bassin à flot, on fait des ZAC. Et du coup, le reste de la ville, on ne s'en occupe pas. Vous l'avez remarqué. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on met tout l'argent public et des endroits où on ne fait rien du tout. Et donc, ça crée des inégalités qui ne sont pas normales. Donc, nous, ce qu'on pensait, c'était que, en étant précis, ça, c'est le plan du tout avec vous de Bordeaux. C'est pas très sexy comme sujet, mais c'est vachement intéressant parce qu'on se dit que, déjà, ça doit nous donner des idées de où est-ce qu'il faut construire et comment on pourrait optimiser les réseaux, tout ce qu'on a déjà. Et quand je dis tout ce qu'on a déjà, c'est aussi des tours de logement. Alors, on est parti de 50 000, on a dit il y a 160 000 logements collectifs existants à Bordeaux et il y a 80 000 logements individuels, des maisons. Et donc on a étudié, d'ailleurs je suis sûr que sur ma carte il y a Sège, je le cherche. En fait on a fait un inventaire de tous les logements collectifs à Bordeaux et donc on a regardé un peu l'état de tous les ensembles collectifs chez les bailleurs. On a fait une base de données. Hein? Celle-là? Oui. Exact. Bravo. Et donc, ce qu'on voulait dire, c'est que plutôt que de créer des nouveaux terrains à construire, de faire de nouveaux quartiers, on pouvait partir des logements existants, rajouter des logements et dans le même temps, dans la même économie, transformer, réhabiliter pour ne pas déplacer les gens qui habitent là, et au contraire, que tout le monde ait le bénéfice des investissements publics. C'est clair ce que je raconte? Tout à fait. Alors, on avait défini les situations capables. C'est-à-dire, dans plein d'endroits, il y a des situations. Parce que Sège, c'est des tours, mais ce n'est pas que des tours. On parle de coulée verte, mais elle existe déjà. Il y a des arbres, il y a des oiseaux partout, il y a des vers de terre. Je veux dire, ça ne se fabrique pas, la biodiversité. Elle existe, il faut y prendre soin, c'est tout. Donc, on avait envisagé qu'il y ait des situations comme ça, complexes, dans lesquelles on arrive et où on travaille. On essaie de transformer en partant de la réalité et de l'existant. Okay, de ce que sont les choses. Et surtout des gens qui les habitent, puisque la biodiversité, vous en faites partie. Bon, c'est en anglais. Donc, en gros, ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas casser. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, on ne veut pas casser, on ne veut pas abîmer, on ne veut pas démolir. Transformer lentement pour créer plus de logements. Dépenser moins pour faire plus. Voilà, c'est ça ce qu'on disait. Alors, du coup, après cette étude d'urbanisme, on a fait un projet au Grand Parc, parce que je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs s'il y a un psychanalyste dans la salle, peut-être il pourra répondre, mais toutes les études qu'on a faites pour la métropole, et bien, tous les ensembles ont été démolis. C'est incroyable. Et pourtant on n'a rien fait. Hein. Et donc on a fait après, mais ça n'avait rien à voir, on a gagné un concours au Grand Parc à Bordeaux, bailleur social Aquitanis, 3 barres de logement, GHI. Il fallait transformer. Alors, nous, on n'aime pas la démolition avec cette équipe. Ça fait 20 ans qu'on le dit, au Mirail, on en a parlé partout. Anne et Jean-Philippe, ils ont fait plein de choses dans le domaine. Ils avaient notamment fait à l'époque, c'était il y a très longtemps, au début de l'ANRU, ils avaient fait l'étude plus pour gueuler contre l'ANRU et dire c'est pas possible de faire de la rénovation urbaine en démolissant, c'est trop violent. Et donc on avait des principes d'architecture hyper simples, c'est qu'aujourd'hui dans un ensemble moderne, tel que vous les connaissez, on habite comme ça, et nous ce qu'on pense c'est que comme ça c'est mieux, et comme ça c'est encore mieux.
Voilà, donc c'est pas très compliqué, c'est un principe. C'est-à-dire qu'on peut très bien augmenter. Et pourquoi on fait ça? Alors quelques chiffres encore. Là, c'est des chiffres, non pas ceux que je vous ai donnés, que j'essaie d'appliquer au territoire de Sège, mais de façon générale, on sait que démolir et reconstruire, c'est 165 000 euros. La rénovation au Grand Parc, elle a coûté 55 000. Donc ça fait réfléchir, parce que quand vous démolissez et que vous reconstruisez, ça fait 1 moins 1, c'est égal à 0. Alors, dans notre étude, il ne faut pas non plus tout le temps idéaliser, mais dans notre étude, ce qu'on dit, c'est que ça, c'est les appartements tels qu'ils ont été conçus par les architectes modernes, notamment ici. Il y a énormément de qualité, mais c'est vrai qu'il y a des appartements qui sont fonctionnalistes, c'est-à-dire les espaces ont des fonctions. La cuisine, la salle de bain, la salle à manger, le séjour, les chambres. Bon. Donc en fait, on conçoit le logement pour des fonctions, plus que pour des usages. Et en fait, aujourd'hui, je pense que vous tous, vous êtes comme ça, vous avez trop de bordel par rapport à vos logements. Me dites pas non, c'est sûr. Oui. Donc c'est ça qu'il faudra envisager. Ce bordel, où est-ce qu'on le met? Eh bien en fait, il faudrait que les appartements, les logements soient conçus un peu comme des villas, quoi. C'est-à-dire avec de l'extérieur, des endroits où on peut circuler, mettre son bazar, avoir une tente, des vélos, accueillir les copains, etc. Alors voilà le projet dont je vous parle, c'est ces bâtiments-là. Il y a une barre là, c'est la barre I, ça c'est la barre H, et dans le soleil là, c'est le petit bâtiment G. Donc là c'est 225 chacun et 80 ici. Donc c'est quand même une situation exceptionnelle, hein. Certains connaissent bien je crois, dans la salle. Et on est en ville à Bordeaux, boum, il y a la ville 18e, et puis d'un seul coup il y a ce quartier moderne qui est quand même hyper proche du centre. Et donc, voilà l'organisation des quartiers modernes. Alors j'en dis 2 mots parce que c'est important. C'est un peu brutal comme urbanisme. Bon, aujourd'hui, je ne le ferai pas comme ça, c'est sûr. Mais c'est une organisation qui avait des qualités. Elle libérait le sol, il y avait l'arrivée de l'hygiène, il y avait des vues exceptionnelles. Il y a quand même plein de qualités dans ces immeubles-là, même si aujourd'hui, bon, il faudrait peut-être les mettre à jour. Et c'est ce qu'on essaye de faire. En tout cas, au départ, le projet il était bon. Et les gens qui habitaient au départ, peut-être c'est le cas de certains d'entre vous, c'était formidable. Les gens étaient contents d'habiter dans un logement social moderne. C'était l'arrivée de la modernité, c'était formidable. Et aujourd'hui, on nous dit que ça n'a pas de valeur. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc voilà, vous avez compris, hein, c'est ces immeubles-là. Alors je me dis, qu'est-ce qui fait qu'un élu, à un moment, il va dire « je vais raser 530 appartements ». Parce qu'en fait, ces bâtiments devaient être démolis. C'était acté. La ville de Bordeaux a décidé, c'est trop vieux, il y a trop de vacances, c'est trop pourri, on va démolir. En fait, je me dis que peut-être c'est le point de vue qu'on a sur les choses. Quand on le regarde de loin, cet ensemble, on appelle ça des barres. Chez vous, on dit une tour. C'est quand même un peu simpliste comme perception, me semble-t-il. Moi, ce qui m'intéresse, je l'ai appris en Afrique du Sud, je le rappelle, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être à l'intérieur, chez les gens. Pourquoi? Parce qu'en fait, 530 appartements, c'est 530 mondes, tous différents, incroyables, avec des histoires, des cultures. Les gens ont eu leur histoire personnelle, leur joie, leur peine, et ça se voit. Et c'est souvent les immeubles, l'intérieur, c'est nickel, et l'extérieur, eh ben, ça laisse à désirer, parce que c'est pas suffisamment entretenu, il n'y a pas de soin qui est apporté. Vous le savez, à Sège, c'est comme ça aussi. Et donc, on est à l'intérieur. C'est là qu'il faut être. Et c'est pour ça que maintenant, quand je discute avec des élus, je leur donne rendez-vous, non pas dans les salles de réunion de l'institution, des collectivités, il faut aller dans les logements, dans les situations. Quand on visite chez des gens, on ne peut plus démolir. C'est pas vrai. Voilà, donc je vous fais une petite balade au Grand Parc dans les immeubles. Alors j'ai 530 appartements en photo, croyez-moi, j'ai vraiment visité les 530 appartements, je le fais systématiquement, on les a tous photographiés. Voilà. Voilà, je vous l'ai dit, la culture, on voyage. Ce sont des mondes. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un appartement et on a essayé de le transformer. Un seul, hein. On n'a pas fait un projet. Et en fait, en travaillant sur un appartement hyper précisément, après on peut le multiplier 530 fois. C'est comme ça qu'on a bossé. Alors là, je vous montre un étage courant. Donc il y a le cage d'escalier ici, il y a l'escalier et les ascenseurs. Et un couloir ici qui distribue un T4, un T5
qui sont traversants les deux, et un T3 mono-orienté. Donc c'est des choses, il y a beaucoup d'analogies avec Sage. Et voilà ce qu'on fait. On rajoute 4 mètres de plancher par devant la façade. On fait ça en site occupé, les gens sont chez eux pendant les travaux. On scie les murs de la façade et du coup on donne sur cet espace ici de jardin d'hiver avec en plus un balcon. Donc je vous parlais de villa tout à l'heure d'extérieur. Tout le schéma, là, le bordel, tous les usages qu'on aime dans une maison, comment on fait pour l'avoir dans un ensemble collectif? Il faut créer des espaces supplémentaires, il faut rajouter pour pouvoir en bénéficier. Je reviens sur l'aspect fonctionnaliste. C'est vrai que ces logements, ils sont organisés en impasse. Quand on est enfant, si on a fait une connerie, votre mère vous court après, vous êtes coincé, quoi. C'est en impasse. Là, ici, dans le projet, il y a toujours d'autres possibilités de s'en aller. C'est pas inintéressant. Ça veut dire qu'une circulation, c'est comme dans une maison. On gagne une espèce de fluidité, une liberté dans les usages, dans les déplacements qu'on n'avait pas. On n'est plus dans une impasse. Et l'immobilier, la vie peut commencer à venir se mettre dehors. Alors je vous dis ça, mais moi je pense qu'à Sège, les appartements, ils sont super bien. Je suis même pas sûr qu'il y ait besoin de rajouter de la surface. Bon, ça c'est le process, comment on a fait. On a levé les dalles avec une grue et on avait déjà posé le garde-corps. Et pas à un moment donné posé, et du coup les ouvriers pouvaient marcher sur les dalles de suite. Donc en fait, les extensions étaient l'échafaudage du chantier. On n'a pas eu d'échafaudage. Donc on a trouvé des solutions techniques pour que ça aille vite et que ce soit le moins gênant possible pour les locataires. Après on enlève les... Voilà. Bon, j'accélère, on ne va pas rentrer dans le détail parce que je pense que vous comprenez très bien. Voilà, donc comment on transforme le logement? On le fait comme ça et après on le fait très précisément et après on multiplie 530 fois. Quelques chiffres, ça c'est un T2. Donc là vous avez le T2 ici, non c'est un T3 pardon. Il fait 58,60 mètres carrés existants, ok? Surface plancher, projet 118,90. C'est le double de surface plancher sur un appartement. Voilà. Donc cet immeuble qui était soi-disant sans qualité, ces appartements, une fois qu'on les a doublés, pour 50 000 €, on se retrouve dans une situation au 8e, 9e étage, c'est exceptionnel, c'est génial. Et je pense que les locataires l'ont compris, ils ont un bénéfice incroyable de ce projet. On a aussi, je vous montre ça, parce qu'on a rajouté des logements sur le toit aussi. C'était, bon, ça peut paraître anecdotique, mais c'était bien de faire la démonstration qu'on peut aussi rajouter, faire en plus. Donc voilà le chantier. Donc je rappelle que les gens sont dans les appartements pendant le chantier, en site occupé. Tous les soirs à 17h, l'eau et l'électricité devaient être remis en service. Même si on coupait la journée à 17h, on remettait en service. Et voilà le changement d'image aussi de l'immeuble. Voilà la pose des dalles. Voilà, une fois posé, l'échafaudage, les extensions sont l'échafaudage pour faire les travaux. On repose 2 poteaux et après on enchaîne. Hop, on posait un étage par jour. Donc ça va très vite. On ouvre la façade. On pose les baies vitrées. Et voilà, c'est le jardin d'hiver fini. En tout, alors c'est pas consécutif, mais en tout il y a 6-7 jours de travail qui ne sont pas consécutifs, hein, mais c'est très rapide. Ça c'est l'ouverture de la façade, c'est la chose la plus lourde, la plus difficile. Voilà, bon, je pense que la lame, voilà, on comprend bien que c'est pas un truc sympathique. Et donc, on avait de l'amiante dans les menuiseries. Et donc on fait une cloison temporaire qui est étanche avec des hublots parce que derrière, les gens regardent la télé. Il faut bien avoir de la lumière naturelle, le temps des travaux, et il faut que ça fonctionne. Et ces deux mondes qui sont à côté, on croit que ce sont que des nuisances et tout, mais les personnes âgées, les gens à la retraite, quand les ouvriers sont partis, ils étaient tristes. Ils appelaient les hirondelles. Voilà, c'est pas que des nuisances et des normes à la construction. Il y a des personnes aussi. Voilà quelques exemples de transformation. Voilà.
Quelle longueur a été rajoutée par 4 mètres de profondeur. 4 mètres. C'est partout pareil. J'ai fait le temps de traiter nos salles. C'est beau, c'est joli pour avoir, mais les gens vont laver le balcon là. C'est ça des problèmes. Est-ce que ça peut s'appliquer sur les tours? Hein? Alors j'y viens. Alors regardez un peu là, ce qui est super aussi, c'est que la vie s'installe, il n'y a pas de règles, quoi. C'est-à-dire que ils sont tous différents, ces appartements, ces espaces, et ça marche très bien. Je veux dire pourquoi, parce que moi j'aime beaucoup l'improvisation, parce que c'est ce que j'ai appris en Afrique du Sud. Et pourquoi je parle d'improvisation? Parce qu'en fait, ces espaces, ils ne sont pas programmés, ils ne sont pas planifiés. Voilà, il faut inventer la vie qu'on veut avoir avec. On n'a pas dit ça sert à ça ou ça sert à ça. Des gens font des barbecues, des gens ont fait des bars. Il y a une radio dans un jardin d'hiver, Radio Latino, 400 000 followers en Amérique latine. C'est incroyable, des trucs, on ouvre la porte, on tombe sur des trucs complètement incroyables. Et en fait, les gens inventent des choses, et moi, c'est pas mon job de régler la vie des gens. Moi, c'est de donner un support, de donner une partition ouverte, où les gens vont pouvoir justement improviser et avoir une grande liberté dans les usages et dans la façon dont ils habitent. Donc voilà, on passe de ça à ça. Voilà, avec les logements sur le toit, donc là-haut, qui sont pas mal aussi. Oui, c'est des vues qu'on n'aura plus à Bordeaux, parce que le PLU, on peut faire 7 étages à Bordeaux. Donc quand vous démolissez une tour de combien d'étages ici à Sège? De 18 étages, vous n'aurez plus jamais les vues, elles n'existeront plus jamais ces vues. Hein? C'est une situation exceptionnelle. Ça, c'est les logements sur le toit. Bon, quelques chiffres sur les résultats du projet, mais c'est pas trop le sujet. Mais ça le deviendra à Sège. Eh bien, je suis allé super vite. Mais c'est bien, comme ça on peut parler de Sège. Pourquoi les autres bâtiments n'ont pas été réalisés? Voilà, c'est ça. Les boîtes toilettes éclatées, les fichiers partout, le tourtage, je suis allé tous les tours. Je ne connaissais pas que chaque tour, c'est que je suis allé, les fichiers partout, mais pourquoi ils ont choisi ça? Et puis après, c'est cacaboudin partout. Alors, j'ai pas compris. Voilà, parce que chaque Cacaboudin, je comprends, oui, mais à quel endroit? Notre tour, ils sont en bon état, il y a 2 tours 4. Oh là là, la boîte de lettres tout cassée. Tout est n'importe quoi. Oui, mais ça se répare. Ça pue. Et mais oui. Pourquoi quand on le détruit, il faut tout détruire la cité. Tout le monde est content, égalité. C'est c'est comme ça. Tout le monde va partir. Voilà. On ne parle pas de réhabiliter 3 tours, on parle de réhabiliter toute la cité. Exactement. Bon, de toutes les façons, bon, voilà, je voulais vous montrer ça pour qu'on discute de l'architecture, pour vous dire que l'architecture, c'est pas un truc, on pense toujours que c'est des trucs un peu élitistes qui sont pas faits pour nous. L'architecture, ça concerne tout le monde, vous êtes tous concernés, vous habitez des tours qui font partie du patrimoine moderne en français. Alors peut-être qu'on ne vous le dit pas comme ça, moi je vous le dis comme ça. C'est des appartements qui sont exceptionnels. Il y a des gens à l'étranger, dans les universités, qui étudient le travail du Dubuisson, qui regardent les plans de vos appartements. Je vous le dis, c'est vrai, je l'ai vu, je le sais. Classé patrimoine remarquable. Hein? Pardon? Classé patrimoine remarquable. Oui, bien sûr, c'est hyper intéressant. Et donc ça veut dire que ça n'a pas de valeur aujourd'hui et qu'il faut les démolir, je pense que c'est un sujet politique qui est d'abord qui montre une forme quelque part d'inculture qui est problématique. Et surtout, sur le plan de l'économie et de la situation, moi ce que je vois avec tous les gens que j'ai pu rencontrer grâce à Monique et grâce à tout le monde ici, je rencontre des gens qui sont attachés à leur logement. Je pense que vous êtes tous attachés à votre logement. Alors voilà, comment se fait-il qu'on n'ait pas le choix, qu'on ne puisse pas avoir ce débat de dire que peut-être ces tours, ces logements,
On pourrait utiliser l'argent, faire autre chose, à faire un quartier super, à plus laisser toutes les choses en vrac, les voitures, les boîtes aux lettres, comme dit madame. Et voilà, donc je pense que si on ne prend pas les choses en main collectivement, eh bien, ça ne bougera pas. Voilà.